J'ai à la fois l'honneur, la chance d'accueillir M. Luc Ferry, que j'ai rencontré dans une vie antérieure quand il était sur Paris au ministère de l'Enseignement supérieur, mais ça c'est un autre problème, et moi étant président du CNU, et c'est vrai que nous l'accueillons là en tant que philosophe et écrivain, et c'est vrai qu'en tant que membre du Conseil scientifique, quand la proposition avait été faite par le service de santé-travail, que je remercie très sincèrement, président et directeur, merci effectivement d'avoir accepté, j'allais dire, ce délire qu'un conseil scientifique peut avoir, parce que je pense que c'est important dans nos congrès d'avoir des regards extérieurs. Regards extérieurs, on les a, j'allais dire que l'on soit médecin, infirmier, ergonome, sociaux, juriste, mais c'est vrai que d'avoir un regard aussi d'un philosophe et d'une personnalité qui a aussi participé, j'allais dire, puisque je n'ai pas vérifié, M. Ferry, vous m'excuserez si je dis une bêtise, mais je pense que vous étiez en partie aux commandes lors de la mise en place de la première loi pénibilité. Donc c'est forcément des dispositifs pour lesquels chacun citoyen, chacun d'entre nous doit se positionner par rapport à cette égalité de traitement des citoyens, cette notion effectivement d'approche un peu républicaine de solidarité, mais qui fait effectivement que ça pose des problèmes à la fois pour les responsables employeurs, à la fois pour nous, services de santé. Mais la vraie question, et c'est la question que je pose à M. Ferry, la pénibilité, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est comment? Donc là, je vous laisse vous organiser. Je ne sais pas si, Président, vous avez prévu de parler un petit peu avant. Non? Alors, M. Ferry, on vous laisse le micro. Un grand merci. Un très très grand merci à vous, d'abord pour ces paroles de bienvenue qui me touchent beaucoup, puis merci à vous tous d'avoir la gentillesse de m'écouter aujourd'hui sur un sujet qui est en effet un sujet extrêmement délicat, profond, préoccupant, et surtout qui monte en puissance et qui va monter encore en puissance dans les années qui viennent. Et je voudrais surtout vous dire pourquoi aujourd'hui. En vérité, mon exposé sera essentiellement consacré à essayer d'expliquer pourquoi la question de la pénibilité et puis dans l'autre sens la question du bien-être, de la santé au travail sont des questions qui vont encore une fois monter en puissance de manière considérable dans les années qui viennent. J'ai combien de temps, cher Président? De 45 minutes, c'est beaucoup, je ne vais pas vous effondrer. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique, bien que j'ai envie de le faire, sur la loi pénibilité, sur la question du burn-out, maladie professionnelle ou pas maladie professionnelle. De toute façon, ce ne sera pas reconnu comme tel, donc c'est un sujet un peu théologique, plus que de politique et d'économie, parce que on ne va pas tout de suite reconnaître le burn-out, enfin, ce qu'on appelle le burn-out comme une maladie professionnelle. Ça ne rentrera pas dans la loi. Mais je voudrais plutôt, encore une fois, essayer d'élargir le champ. Et je commencerai par évoquer les enquêtes des économistes sur la question du bonheur, du bien-être, de l'exigence de bien-être et de santé au travail dans l'entreprise. On a maintenant depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, on a vu se développer toute une branche de l'économie qui s'appelle l'économie du bonheur. Alors il y a par exemple un très bon petit livre de Claudia Sénic, qui est professeur à la Sorbonne, qui s'appelle tout simplement l'économie du bonheur. Très joli petit livre aussi de Lucie Davoine. Je vous conseille tout petit livre, mais alors plein de statistiques sur la mesure de cette nouvelle exigence, parce que c'est relativement nouveau, de bien-être au travail. Et donc ces enquêtes empiriques, ces enquêtes de terrain, conduites par les économistes, ou sous l'égide des économistes, apportent un éclairage qui est tout à fait passionnant sur la montée en puissance, encore une fois, de cette question de la pénibilité, ou si on la prend positivement, du bien-être en entreprise. Alors évidemment, ça s'est beaucoup développé en France depuis les événements qu'on a connus à France Télécom. Moi, à l'époque, je voyais souvent le président de France Télécom de l'époque, avec d'ailleurs mon ami Éric Orsena. On avait pas mal travaillé avec
avec lui, et c'est vrai qu'on a vu véritablement les relations se détériorer dans l'entreprise de manière assez effrayante. Et d'ailleurs, en ayant travaillé là-dessus, je me suis rendu compte qu'en vérité, on avait un peu, je dirais pas monté en épingle l'affaire France Télécom, mais que la vérité, c'est que dans d'autres secteurs, chez les médecins, chez les professeurs par exemple, les situations, le taux de suicide était largement le même, et même en l'occurrence pour les professeurs et pour les médecins, supérieur relativement à la population à celui qu'on avait connu, hélas, à France Télécom. Et donc, cette question de la pénibilité, du bien-être en entreprise, allait monter en puissance. Et je voudrais vous donner simplement quelques éléments de réflexion tout à fait factuels avant d'aller plus loin. On a des enquêtes, donc maintenant depuis le début des années 90, sur la mesure de la pénibilité, ou encore une fois c'est la même chose, du bien-être au travail. Vous savez que aussi des économistes comme Stiglitz, par exemple, prix Nobel, se sont préoccupés de remplacer les indices traditionnels de l'économie, le PIB, le PNB, etc., mais par des indices qui incluent la question du bonheur, la question du bien-être, dans la mesure de la qualité de production, si je puis dire, la qualité de vie d'un pays. Et donc on a des enquêtes qui font apparaître un certain nombre de choses qui sont remarquables. Premier élément, et je vais vous donner quelques indices précis, le sentiment du stress en entreprise s'est incroyablement accru depuis maintenant 25 ans. En gros, depuis qu'on a des mesures, on voit depuis les années 90 que le sentiment des salariés dans l'entreprise, eh bien, c'est un sentiment extrêmement clair de pénibilité, que le travail devient plus difficile, plus stressant, plus rapide, moins maîtrisé, qu'on est moins dans l'autonomie. Et donc, ce sentiment-là s'accroît, étant entendu qu'évidemment, ce qu'on mesure dans ces enquêtes, c'est un sentiment subjectif. Objectivement, très difficile de dire que le travail est plus pénible aujourd'hui qu'il ne l'était du temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Moi, mon grand-père a commencé à travailler à 11 ans. Mon père a commencé à travailler à 12 ans chez un marchand de cuirs et crépins. Il chargeait, déchargeait des ballots de cuir. Oh, ça devait pas être le pied non plus, pour être franc. Ça devait être. Puis on travaillait 12 heures par jour. Donc, objectivement, est-ce que les conditions de travail sont plus difficiles ou moins difficiles qu'avant? Elles sont certainement, en vérité, moins difficiles qu'avant, mais il n'empêche que le sentiment de stress, lui, il a considérablement augmenté. Regardez la question. Êtes-vous soumis à des cadences de travail élevées au moins un quart du temps? Êtes-vous soumis à des cadences de travail élevées au moins un quart du temps? Même enquête 91 et 2010. En 91, 38% des salariés répondent oui, on est soumis à des cadences élevées. En 2010, c'est 56%. Donc augmentation, mais considérable, considérable. Autre question, devez-vous travailler selon des délais très stricts et très courts, au moins un quart du temps? 42% des salariés répondent oui en 1991 et 62% en 2010. Donc là aussi, sentiment que les cadences s'accroissent, que le stress est plus grand au travail. Intéressant parce que c'est une enquête européenne sur toute l'Europe de l'Ouest. Bon, encore une question qui est intéressante. Êtes-vous en mesure de choisir ou d'influencer la cadence ou la vitesse du travail? Donc c'est au fond la question de l'autonomie. Est-ce que vous avez un pouvoir sur les cadences de travail? Est-ce que vous êtes autonome? Vous pouvez décider. En 1995, les salariés répondent 72% oui. En 2010, 64% seulement. Là aussi, déclin du sentiment de l'autonomie, de la maîtrise de soi au travail. Et donc augmentation du stress. Êtes-vous en mesure de choisir ou d'influencer les méthodes de travail? 71% répondent oui en 1995 et 63% en 2010. Donc là aussi, le sentiment d'avoir la maîtrise de son travail diminue en même temps que le sentiment du stress et de l'augmentation des cadences augmente considérablement. Et donc ça, encore une fois, une enquête qui porte sur tout le genre. Encore deux indications d'enquête de terrain empirique. On a une baisse considérable de ce qu'on pourrait appeler, en France, très particulièrement en France, comparé aux autres pays d'Europe, une baisse considérable de ce qu'on pourrait appeler le civisme d'entreprise. À la question, est-ce que vous seriez capable de travailler plus pendant un certain temps? Est-ce que vous seriez capable de travailler plus si l'entreprise était en difficulté pour sauver l'entreprise? 23% des salariés français répondent positivement. Oui, ils seraient prêts à travailler plus pour éventuellement sauver l'entreprise en difficulté, contre 58% en moyenne sur l'Europe de l'Ouest.
Hein, 23% seulement en France, 58% dans les autres pays d'Europe de l'Ouest. Et puis encore un dernier élément, puis après on va essayer de réfléchir à ce que ça signifie. 75% des Français, des salariés français voudraient consacrer plus de temps à leur famille, contre seulement 60% dans le reste de l'Europe. Là aussi, c'est très intéressant parce que sur le rapport vie privée, vie au travail, on a en France, au fond, un privilège, une préférence en tout cas accordée à la vie privée absolument énorme par rapport à la vie de l'entreprise et cela comparé aux autres pays d'Europe de l'Ouest comparables à la France. Et donc on a, à tort ou à raison, peu importe, encore une fois, il s'agit de mesures subjectives et pas de mesures objectives. Je continue à penser que quand on lit Victor Hugo ou Dickens, l'usine du XIXe siècle est infiniment plus dure que les postes de production aujourd'hui, ou que les unités de production aujourd'hui. D'ailleurs, le vocabulaire de l'usine a disparu pratiquement du monde économique aujourd'hui, à tort ou à raison. Mais en tout cas, sur le plan subjectif, le sentiment de mal-être et de pénibilité augmente et c'est évidemment ce dont on doit tenir compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Hein. Et donc, la question que je voudrais essayer d'explorer, c'est pourquoi ? Pourquoi ce sentiment s'est-il accru alors que très probablement, encore une fois objectivement, les conditions de travail se sont quand même formidablement améliorées en Europe par rapport au XIXe siècle, par rapport à Dickens et Hugo. Donc pourquoi le sentiment est inverse ? Le sentiment subjectif est inverse de la réalité objective à bien des égards. Et pourquoi, comme je vous le disais en commençant, pourquoi de toute façon il faut s'en préoccuper parce que ça ne va faire que croître et augmenter, embellir, si j'ose dire, ce sentiment donc de pénibilité et de stress au travail. Il faut bien voir qu'on est passé d'une morale catholique, c'est assez particulier, je ne dis pas chrétienne, mais je dis bien catholique, chez les protestants c'est différent, à une morale républicaine. Et puis après, dans les années 60 et autour de mai 68, on est rentré dans un autre paradigme éthique, dans une autre vision morale du monde, qui a favorisé cette passion, si je puis dire, pour le bonheur, pour le bien-être. D'ailleurs, vous avez quantité de livres qui aujourd'hui sont des livres à formidable succès, de Christophe André, de Frédéric Lenoir, qui sont des livres sur le bonheur, qui vous vendent un peu le bonheur en 15 leçons. Et donc, c'est à la fois la question de la pénibilité et la question du bien-être sont devenues, même dans le monde des idées, des problématiques extraordinairement importantes à partir des années 60. À partir des années 60, pas avant. Et je voudrais vous dire pourquoi. Quand vous regardez la tradition catholique, et c'est très intéressant dans la tradition catholique, il y a une théologie de la souffrance. Une théologie de la souffrance qui va d'ailleurs de la souffrance au travail. Vous connaissez tous l'étymologie du mot travail, tripalium. Hein, c'est du latin d'ailleurs du Moyen-Âge, du latin de cuisine, comme on dit tripalium. C'est du latin pour notre ministre de l'Éducation. C'est un trépied, le tripalium. C'est un trépied auquel on attachait les condamnés à mort et on les torturait avant de les mettre à mort. Et donc c'est ce qui a donné le mot travail en français. Et donc le mot travail, il porte étymologiquement le souvenir de quelque chose qui est un instrument de torture. Et donc dans la tradition catholique, que ce soit d'ailleurs du côté de l'accouchement sans douleur, nous on a en France pratiqué l'accouchement avec douleur pendant des décennies, des siècles, pratiquement la péridurale n'a pas existé jusque dans les années 50-60, et encore, je suis généreux, eh bien on a valorisé la souffrance dans la tradition catholique de manière assez extraordinaire. Il y a une véritable théologie de la souffrance. Une véritable valorisation de la maladie, parce qu'on parle de santé aussi, valorisation de la maladie, valorisation de la souffrance, et valorisation de la pauvreté, de la misère. Je m'empresse de dire une chose qui mériterait à elle seule un exposé entier. Dans les autres grandes traditions spirituelles qui ont forgé l'histoire de l'Europe, chez les Grecs, chez les Juifs, chez les protestants, le scandale, ça n'est pas la richesse, le scandale, c'est la misère. Chez les catholiques, c'est l'inverse. Le scandale, c'est la richesse et la pauvreté, la misère sont des voies d'accès au salut.
parabole du jeune homme riche dans l'Évangile. Souvenez-vous de cette parabole du jeune homme riche. C'est le jeune homme qui va voir Jésus et qui lui demande « Mais Rabbi, puisque Jésus est un rabbin, c'est un sage juif, c'est pas un chrétien évidemment, c'est un grand juif, c'est un rabbin. » Et donc ce jeune homme très riche demande à Jésus « Que faut-il faire pour entrer au royaume, pour entrer au paradis ?» Et Jésus lui dit, il répond en rabbin, un rabbin juif, « Respecte le décalogue, respecte la loi. » Et le jeune homme dit « Mais je respecte déjà la loi. » Et Jésus lui dit « Et puisque tu es riche, vends tes biens et donne-les aux pauvres. » Et le jeune homme qui ne peut pas faire ça, parce qu'il ne peut pas se séparer de ses biens, s'en va en pleurant. Et c'est là que Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit la fameuse phrase « Il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » Ce qui, entre parenthèses, est une métaphore, puisque le chat d'une aiguille est une des portes de Jérusalem. Mais peu importe la métaphore, on est là dans une stigmatisation de la richesse et dans un éloge de la misère, alors que, encore une fois, chez les Grecs, chez les Juifs et chez les protestants c'est compliqué pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans la théologie protestante, mais la richesse est un signe d'élection chez les protestants. Et comme disait déjà Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Sinon, c'est des mots. Et donc, dans la tradition, encore une fois, grecque, juive et protestante, le scandale, c'est la misère. Il faut lutter contre la misère, mais la richesse est plutôt un signe d'élection et éventuellement le moyen d'être généreux. Bon. Et donc on a, parallèlement à cet éloge de la misère dans la tradition chrétienne, catholique, parce que c'est pas protestant, on a aussi un éloge chez les catholiques dans la théologie. Je parle du magistère de l'Église, hein. Je parle pas de la bouillie qu'il peut y avoir dans la tête de tel ou tel prédicateur, mais je parle vraiment du magistère de l'Église, c'est-à-dire la théologie officielle de l'Église catholique. On a une apologie de la maladie et de la souffrance, une théologie de la souffrance qui est très forte. Et je vous en donne quelques indices. En vous citant le catéchisme officiel de l'Église catholique, qui, comme vous le savez, n'est pas du tout un texte de vulgarisation, ça n'est pas non plus un texte destiné aux enfants, c'est le magistère de l'Église. Hein, c'est le contenu doctrinal de l'Église catholique. Eh bien, voilà par exemple un passage très intéressant sur la maladie puis sur la souffrance, et ça va dominer l'Europe pendant très longtemps, pratiquement jusqu'aux années 50 en vérité, je veux dire pourquoi dans un instant. La maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus mûre, plus apte à discerner dans sa vie ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas pour se trouver vers Dieu. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retournement de situation. Et je continue, par sa passion, il s'agit de la passion du Christ sur la Via Dolorosa à Jérusalem. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. La souffrance comme voie du salut. Et c'est une des raisons pour lesquelles, j'en avais beaucoup discuté avec le cardinal Lustiger d'ailleurs, l'Église catholique est absolument hostile à l'euthanasie, a fortiori au suicide assisté, parce que ce moment de souffrance et de maladie en fin de vie peut être un moyen de rédemption, de trouver le salut, de se tourner vers Dieu, de conversion. Hein. Comme dit le texte du catéchisme, elle peut nous configurer à Jésus, nous configurer au Christ, cette souffrance, et du coup, que valent quelques jours, quelques heures, ou même quelques semaines ou mois de souffrance par rapport à la possibilité de la vie éternelle, hein. Encore un petit texte. Alors, quand les prières ne marchent pas, parce que, comme on peut en effet le constater, les prières ne guérissent pas toujours le cancer du poumon, même les prières les plus intenses n'obtiennent toutefois pas toujours la guérison de toutes les maladies, hein, continue le catéchisme. Ainsi, saint Paul doit apprendre du Seigneur que ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Hein, la puissance se déploie dans la faiblesse, ça veut dire que la puissance de Dieu peut se manifester par sa faiblesse, c'est-à-dire son incapacité à guérir telle ou telle maladie mortelle. Bon. Et que les souffrances à endurer peuvent avoir comme sens que je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Je ne vais pas rentrer dans la théologie chrétienne, mais vous voyez qu'on a là une théologie de la souffrance qui est très forte, qui est très puissante. Je ne veux pas la tourner en dérision, bien que vous avez sans doute compris, je ne partage pas cette vision du monde. Mais évidemment, ça a dominé l'univers européen et singulièrement français. La France est la fille de l'Église, comme on dit, pendant des siècles et des siècles. Et encore une fois, très clairement, par exemple dans le monde de l'hôpital,
On a travaillé très très tôt sur les analgésiques, sur la lutte contre la souffrance, sur les péridurales, sur l'accouchement sans douleur dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils avaient une autre vision du monde, protestante pour l'essentiel, et utilitariste, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, alors que dans la tradition française et des pays catholiques d'une manière générale, on ne s'est jamais vraiment, sauf depuis une date très récente, en vérité depuis les années 70, on ne s'est jamais préoccupé de la souffrance, ni à l'hôpital, ni dans l'entreprise. C'était pas le sujet. Et à la limite, c'était un petit peu comme on dit dans le milieu des alpinistes, c'est la bavante. Hein, c'est-à-dire il faut en baver, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour accoucher, il faut souffrir dans le travail, voilà. C'est aussi dans l'école publique, c'est aussi l'idéologie des bonnets d'âne et des bons points. Le travail, c'est pénible, il faut s'efforcer, ça fait mal, et si ça fait pas mal, c'est qu'on travaille pas. Hein, bon. Et donc cette idéologie-là, elle est adossée à une très forte théologie chrétienne. C'est resté la même chose, paradoxalement, dans l'idéologie républicaine. Contrairement à ce qu'on croit, l'école républicaine, l'idée républicaine, dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, tout le monde est républicain aujourd'hui, eh bien cette idée républicaine, elle a repris, malgré l'apparence, sur la question de la santé, sur la question de la souffrance, sur la question du bien-être, l'idée républicaine n'est qu'une sécularisation du catholicisme. Donc Camillo et Pépone, même combat, c'est ça la vérité. Le hussard de la République, le hussard de Pagnol, l'instituteur éventuellement laïcard, anticlérical qui bouffe du curé tous les matins, en vérité c'est un chrétien qui s'ignore. Et je vous montre pourquoi. Et d'ailleurs, c'est assez sympathique en même temps, parce que dans ce christianisme, il y a cette théologie de la souffrance, mais il y a mille choses superbes aussi. Je suis pas du tout, je suis athée, mais je suis pas du tout un anti-chrétien. Et je vous donne quand même la clé pour bien comprendre, parce que vous verrez la rupture après dans laquelle nous rentrons à partir des années 60. La clé, c'est la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu. Si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprenez rien à la tradition morale et politique française. Tout vient de là, et chez les républicains, je ne parle pas de l'UMP, je parle des vrais républicains, si je puis dire, et puis, oui, il faut quand même arrêter les plaisanteries, bon. Et donc, mais aussi chez les catholiques. Pourquoi? Que dit la parabole des talents? Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, et puis après tout, il y en a peut-être des encore plus athées que moi qui n'ont pas lu la parabole des talents dans la classe, si je puis dire, des formations professionnelles. Que dit la parabole des talents? Matthieu, un tout petit bout dans Luc et beaucoup dans Matthieu. Que dit-elle? Et c'est tout le point de départ de l'école républicaine, et je dirais même de l'idée républicaine. Et vous allez voir pourquoi c'est extrêmement profond, et le rapport que ça a avec la souffrance au travail. La parabole des talents, c'est l'histoire d'un maître, d'un seigneur qui part pour un long voyage. Et il convoque ses 3 serviteurs. Et je vous rappelle que les évangiles sont écrits en grec et que talenta en grec, le mot grec qui désigne les talents, talenta, ça désigne à l'époque, dans les évangiles comme dans le monde de l'époque, ça désigne les talenta des pièces d'argent qui valent très cher. Des grosses pièces d'argent, les talenta. C'est seulement d'ailleurs depuis la parabole des talents dans Matthieu que ça va désigner les dons naturels. Mais au départ, c'est des pièces d'argent. Et donc, il convoque son premier serviteur et il lui donne 5 talents, 5 talenta, 5 pièces d'argent. On comprend métaphoriquement que c'est le plus doué, celui qui a le plus de talent. Et puis, deuxième serviteur, il lui donne 2 talents. Et puis, il lui dit, va et fais bon usage. Et puis, troisième serviteur, c'est le moins doué, il lui donne 1 talent. 1 pièce d'argent. Et puis il fait son voyage, il revient, il fait les comptes. Et donc il reprend le premier serviteur et lui dit, voilà, qu'as-tu fait des 5 talents que je t'ai donnés? Et le premier serviteur a multiplié par 2 la somme d'argent initiale. Il rend 10 talents au maître. Et le maître, c'est comme dans les 3 petits cochons, va le féliciter de la même manière que le second, avec la même phrase. Bon serviteur, lui dit le maître, entre dans la joie de ton maître. Deuxième serviteur, il a reçu 2 talents, il en rend 4, même proportion. Il avait moins de talent, mais il a quand même doublé lui aussi, même proportion, égalité dans la proportion. Et donc, même félicitations, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et puis le dernier, il a reçu 1 talent, il a eu peur, il a enterré la pièce d'argent, il la rend intacte au maître. Et il lui dit, maître, je sais que tu es dur, que tu es méchant, j'ai eu peur de toi, j'ai enterré la pièce, tiens, je te la rends intacte. Et le maître le voue aux gémonies et le chasse de son palais. Que signifie la parabole des talents? C'est toute l'école républicaine qui va en sortir. Toute l'idéologie de l'effort, du mérite et du travail. Pourquoi? Parce que la parabole des talents, c'est une parabole anti-aristocratique.
Qu'est-ce que c'est que le monde aristocratique? Le monde aristocratique, c'est un monde dans lequel on imagine, on est persuadé, il y a des esclaves, il y a une hiérarchie des êtres, une hiérarchie naturelle des êtres. Tout le monde grec, mais tout le monde féodal européen jusqu'à la Révolution française, va reposer sur l'idée aristocratique qu'il y a une hiérarchie naturelle des êtres. Les aristocrates sont en haut, les bons sont en haut, les moyens sont au milieu, les mauvais, les esclaves, les serfs sont en bas. Comme dans la République de Platon, où il y a le philosophe en haut, il y a les guerriers au milieu, et puis il y a les esclaves en bas, les artisans, les ouvriers, les esclaves sont en bas. Eh bien, ce monde aristocratique, il va durer jusqu'à la Révolution française. Eh bien, et je vous signale une chose, pendant des siècles, et c'est historiquement vrai, hein, c'est pas simplement des idées philosophiques, pendant des siècles et des siècles, l'aristocrate va se définir comme celui qui ne travaille pas. Il y a des gens pour ça, il y a des esclaves. Il y a des vassaux, il y a des paysans, des esclaves, des serfs, mais lui-même ne travaille pas. Il chasse, il fait la guerre, il médite, il s'entraîne dans les arts, la philosophie, ce que vous voudrez, mais il ne travaille pas pour gagner sa vie. Ça n'a pas de sens pour un aristocrate. Jusqu'à la Révolution française, l'aristocrate ne travaille pas. Que signifie la parabole des talents? Elle signifie l'inverse du monde aristocratique. C'est la naissance de l'idée républicaine et démocratique. Pourquoi? Parce qu'elle signifie ceci. Écoutez bien ça, parce que c'est la racine de toute notre culture morale et politique encore actuelle, républicaine pour le coup. Elle signifie ceci, c'est que la valeur morale d'un individu, la dignité morale d'un être humain, cette dignité morale d'un être humain ne dépend pas des dons naturels, des talentas qu'il a reçus au départ. Peu importe qu'il a reçu 5 ou 2, on s'en fiche. On n'est pas dans le monde aristocratique. Ce qui compte, c'est ce qu'il en fait, autrement dit son travail. Comment il va transformer les dons naturels qu'il a reçus au départ de ses parents ou de son maître. C'est ça le symbole de cette parabole. Et donc on va retrouver ça dans l'école républicaine. Le hussard de la République, l'instituteur de mon enfance encore, il aime beaucoup mieux un élève peu doué mais qui travaille, qui s'efforce, bon point, bonnet d'âne, plutôt qu'un élève qui, comme on dit, a des facilités mais qui ne faut rien. Celui qui a des facilités, c'est l'aristocrate, il a des dons naturels, mais s'il n'en fait rien, c'est pire. Corruptio optimi pessima, comme on dit toujours en bon français. La corruption des meilleurs est la pire. Et donc, ce qu'aime l'instituteur de la République, c'est l'élève éventuellement peu doué, mais qui s'efforce, qui travaille. Or, le travail est douloureux. Comme chez les catholiques, le travail, c'est le tripalium. Il faut s'efforcer, ça fait du mal. Il faut, au lieu d'aller jouer, hein, c'est comme dans Les Trois Petits Cochons, le conte de fées, au lieu d'aller jouer, on fait tout de suite une petite maison en paille, mais qui tient pas debout. Il faut faire la maison en briques, ça demande un effort. Il faut renoncer à jouer, il faut renoncer au principe de plaisir pour le principe de réalité. Le travail, c'est douloureux. Et donc, dans l'éthique républicaine, qui sort directement de la parabole des talents, grande continuité, encore une fois, entre christianisme et républicanisme. Le républicanisme n'est qu'une sécularisation de l'idée chrétienne, encore une fois. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est que il faut travailler, il faut s'efforcer, et c'est ça la méritocratie. Il faut transformer ce qu'on a reçu au départ, il faut le transformer en quelque chose de positif. Il faut plus à la fin que au commencement. Et donc, ça suppose évidemment un travail douloureux. Ça suppose, oui, quelque chose qui est pénible. Ça suppose de la pénibilité. Donc, l'idée de supprimer la pénibilité au travail, c'est une idée qui, pendant toute la période de la naissance du monde industriel, la naissance du monde ouvrier, la naissance des usines, c'est une idée qui ne s'impose pas dans le monde du travail. On pense que, exactement comme dans le domaine de l'accouchement, on pense qu'après tout ça c'est fait pour être douloureux et que la pénibilité fait partie intégrante du travail. Conséquence, d'ailleurs je vous donne ça au passage parce que c'est intéressant pour comprendre l'histoire. Les premiers qui vont travailler dans les couches supérieures de la société, ce sont les moines. En raison de la parabole des talents. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aristocrate, il ne travaille pas. Il ne doit pas travailler, il ne peut pas travailler. Et dans les monastères, au contraire, encore une fois, en accord, si je puis dire, avec la parabole des talents, les moines vont être obligés de travailler. C'est les premiers dans l'histoire de l'Europe, dans les couches supérieures de la société, chez les lettrés.
ceux qui lisent le latin et le grec. Eh bien, les copistes, les moines copistes dans les monastères, eh bien, avec les enluminures, tout ça, tous ces livres que les moines vont fabriquer, les moines sont obligés de travailler de leurs mains, figurez-vous. Et c'est les premiers, encore une fois, dans les couches supérieures, à travailler de leurs mains, ce qui va nous valoir d'ailleurs des inventions dans l'histoire de l'Europe qui portent encore le nom des monastères, des inventions magnifiques, le champagne, dom Pérignon, mais aussi la chartreuse, la bénédictine, le cointreau, les confits d'oie, les confits de canard, les conserves, tout ça est... Quand vous allez dans le sud de la France, par la chartreuse de l'Averne, par exemple, les monastères du sud de la France, vous trouvez toujours dans un monastère des pressoirs à huile d'olive parce que on doit travailler de ses mains, parabole des talents. On doit faire fructifier ses talents. Et donc le travail fait partie de l'idéologie catholique. Un homme qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre, c'est un pauvre homme. Pas la même chose. Vous voyez l'idée. Et ça comporte évidemment la pénibilité. Et donc on va, dans les années 60, alors d'abord aux États-Unis, et puis en France, vraiment ça explose, si j'ose dire, pardon de ce vocabulaire journalistique que je n'aime pas, mais vraiment ça apparaît au grand jour avec mai 68. On va rentrer dans une toute autre vision morale du monde. Et c'est cette nouvelle vision morale du monde qui va être à l'origine de cette formidable expansion du souci d'éviter la pénibilité, qui n'était pas du tout un problème, encore une fois, républicain pour le coup, ni catholique. Mais là, on va rentrer dans une période, dans une nouvelle vision morale du monde, dans laquelle la pénibilité doit être évacuée, dans laquelle la santé va devenir l'essentiel, le bien-être, le bonheur, même si possible, c'est encore plus que le bien-être, vont devenir absolument essentiels. Et cette nouvelle vision morale du monde, il faut bien la comprendre, elle est en rupture complète avec l'univers moral et culturel catho-républicain. La France est fille de l'Église et mère de la République. Pas pour rien. Eh bien, l'Église et la République se fichent de la pénibilité. Il faut dire les choses comme elles sont. Et au contraire, valorisent la pénibilité, à la limite. Le travail doit être pénible, sinon c'est qu'on ne travaille pas. Et donc là, on va rentrer dans les années 60 dans une nouvelle vision morale du monde, et je peux vous dire que cette nouvelle vision morale du monde, ça, elle va ne faire que croître et embellir, ce qui fait que si j'étais chef d'entreprise, je me préoccuperais énormément, et aussi pour d'autres raisons d'ailleurs, de tout le secteur des RH, et puis aussi de la question de la pénibilité, des burn-out, etc. Quoi qu'on en pense, peu importe, je ne parle pas de jugement de valeur, ni, encore une fois, on est dans une évaluation subjective, je le répéterai jamais assez. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vision morale du monde dans les années 60 ? C'est ce que j'appelle l'éthique de l'authenticité. Et cette éthique de l'authenticité, elle va se caractériser par deux grands traits, deux grandes caractéristiques. Je ne veux pas parler trop longtemps, c'est pour ça que je regarde la montre. J'ai presque fini, rassurez-vous, mais deux grands traits caractéristiques qui sont vraiment typiques de mai 68. Vraiment, c'est le moment où ça se déclenche chez nous et ça va entraîner, encore une fois, un souci du bien-être, de la santé extraordinaire, exponentiel, qui n'avait jamais existé dans l'histoire de l'Europe. Cette nouvelle éthique de l'authenticité, je vous le disais, est caractérisée par deux traits. Elle est anti-aristocratique et anti-républicaine. Pourquoi ? Elle est anti-aristocratique parce qu'elle est contre toutes les hiérarchies. Elle est égalitariste. Tout se vaut. Toutes les pratiques se valent. C'est le moment où on va égaliser haute culture et culture populaire. La BD vaut le grand roman de Stendhal ou Balzac, et donc on va valoriser les cultures populaires. La musique populaire vaut la musique savante. C'est le moment où on dit il n'y a pas de la grande musique et de la petite musique, il y a de la bonne musique et de la mauvaise. Bon, c'est le moment où toutes les pratiques sexuelles se valent. C'est le grand moment de la libération homosexuelle. Et donc on a là une espèce d'émancipation égalitariste avec l'idée que tout se vaut, culturellement, affectivement, sexuellement. Tout se vaut, mais à une condition, c'est que ce soit authentique, sincère. Idéologie de l'authenticité. Si vous êtes gay, si vous êtes lesbienne, peu importe, ça vaut l'hétérosexualité. Il n'y a aucune raison de faire une hiérarchie entre les deux, mais du moment que vous vous éclatez, comme on dit, du moment que c'est vraiment ça qui correspond à votre être profond. Et donc il y a un formidable élan à la fois égalitariste et libérateur, parce que du coup, en supprimant les hiérarchies, on libère aussi considérablement les individus. Pensez que par exemple, s'agissant de l'homosexualité est définie par l'OMS comme une maladie jusqu'en 1991.
Hein. Aujourd'hui, la déclaration de l'OMS de 1991 tomberait sous le coup de la loi. Vous voyez comme on a changé de perspective de manière absolument fascinante. Donc on a là l'émergence d'un mouvement anti-aristocratique, c'est-à-dire anti-hiérarchique, avec aussi sur le plan politique, d'ailleurs, des effets très concrets. Par exemple, la création des comités d'entreprise, la présence accrue des syndicats dans l'entreprise, etc. Donc, la démocratie d'entreprise va progresser formidablement, même époque, parce qu'on est contre les hiérarchies, que ce soit les hiérarchies culturelles, que ce soit les hiérarchies entre le tiers-monde et l'Europe et l'Occident, que ce soit les hiérarchies sexuelles. Et donc, on est anti-aristocratique. Pas de hiérarchie naturelle des êtres. Tout se vaut et tout le monde se vaut. Comme dit Sartre, je suis un être qui vaut tous les autres et que tous les autres valent. Tout à fait typique de cette période. Et d'ailleurs, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il faut pas, il y a du mauvais, mais il y a aussi du très bon. Et puis, deuxième côté, le côté anti-républicain. Et là, faites bien attention à ça, parce que c'est une clé du temps présent, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et notamment dans l'école. Mais pas seulement. Enfin, l'école, c'est quand même 12,5 millions d'élèves, donc c'est tout le monde. Eh bien, anti-républicain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tradition catho-républicaine, donc jusque l'école de mon enfance, dans l'école de Jules Ferry, les blouses grises, les plumes sergent-major, etc., les petites encriers emplies d'encre violette et en porcelaine, bon, de Limoges peut-être pas, mais enfin quand même. Et donc, on est là dans un monde dans lequel l'idée à la fois morale et pédagogique, éducative, c'est ce qu'on appelle l'instruction publique. L'idée est la suivante, l'idée qui domine encore l'école de mon enfance, c'est que le rôle de l'instituteur, du maître, du professeur, c'est d'élever l'enfant. C'est pourquoi il s'appelle un élève. Pas pour rien qu'il s'appelle un élève. Et l'élever, ça veut dire qu'on le prend d'un niveau N et qu'on l'emmène à un niveau N+1. Autrement dit, écoutez bien la phrase, il s'agit qu'à la fin de l'école obligatoire, cet élève qu'on a pris à un niveau N et qu'on a emmené à un niveau N+1, il soit, écoutez bien la phrase parce que les mots comptent, il soit autre que ce qu'il était au départ. Autre. Le grand mot de 68, le grand tabou, c'est l'aliénation. Aliénation en latin, ça veut dire devenir autre. Il ne s'agit plus, dans l'école qui va sortir de mai 68, ce qu'on va appeler la rénovation pédagogique, dans la morale de l'authenticité, il ne s'agit plus de faire en sorte qu'on élève l'enfant. Et on l'élève comment? À coups de baguette, de bons points, de bonnet d'âne. Il s'élève comment l'élève? Par le travail douloureux. Douloureux. Hein, les travaux le soir et tout ça. Bon. Et plus il travaille, et plus il est méritant. Bon, méritocratie. Eh bien là, il ne s'agit plus de faire en sorte que l'élève passe de N à N+1, ça c'était l'instruction publique. Il s'agit de faire en sorte que nos enfants s'épanouissent. Autrement dit, be yourself. Deviens toi-même. Comme dit Freud, comme dit Nietzsche, deviens ce que tu es. Et non pas deviens quelque chose d'autre que ce que tu étais. Et donc on va voir dans l'après 68, dans les années 70, partout dans le monde occidental, et d'ailleurs nulle part ailleurs, se développer toutes sortes de techniques psychiques et corporelles correspondant à cette éthique de l'authenticité, c'est-à-dire destinées non pas à élever les individus, à faire qu'ils deviennent autres qu'eux-mêmes, mais à faire en sorte d'épanouir le corps et l'esprit des personnes. Est-ce que vous êtes jamais demandé pourquoi ça n'existait pas dans mon enfance? Dans toutes les villes occidentales, dans toutes les grandes villes, les grandes capitales en particulier, aussi bien à New York qu'à Londres, à Paris ou à Bruxelles ou à Rome, tous les dimanches, les gens mettent des baskets, ils se mettent en short et ils courent comme des fous dans les jardins publics autour des lacs. Et ça s'appelle le jogging. Et ça n'existait pas quand j'étais petit, ça n'avait pas de sens. Et de la même manière, vous allez voir se développer toutes les techniques, les magasins de diététique, les centres de fitness, le bodybuilding. On fait attention de ne pas prendre du bide, on ne pas grossir, on essaye de se nourrir équilibré. Là, c'est la période d'avant les vacances. Vous voyez partout proliférer les régimes, les médicaments permettent de couper la faim, etc. Bon. Et donc, on va se soucier de son corps, mais aussi de sa tête. Développement, mais exponentiel dans les années 70 de la psychanalyse et de tous les dérivés de la psychanalyse. Psychothérapie, le rolfing, la bioénergie, la dynamique de groupe, l'analyse transactionnelle. Partout dans les entreprises se développent des techniques qui sont faites pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, pour être soi. Be yourself, souci de soi.
Non pas devenir autre, devenir soi. C'est la clé de compréhension de cette nouvelle éthique de l'authenticité. Et donc, dans cette perspective-là, évidemment, la question du bien-être au travail, la question de la santé au travail, toutes ces problématiques-là qui n'existaient absolument pas du temps de mon père, quand il travaillait à 12 ans, et a fortiori de mon grand-père, dans l'usine du 19e siècle, ça n'existe pas. Et même très longtemps, jusqu'aux années 50-60. Eh bien, cette problématique-là, sur fond de cette révolution morale qui est la naissance de l'éthique de l'authenticité, ça va se développer de manière exponentielle et évidemment gagner le monde de l'entreprise. Et voilà pourquoi cette question de la pénibilité, du burn-out, tout ça apparaît aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne va faire que croître et embellir, encore une fois, dans les années qui viennent. Voilà ce que je voulais vous montrer, comment à partir d'une analyse de l'histoire de l'éthique, de l'histoire de la morale, on peut comprendre comment on est passé d'un monde à un autre, comment on est passé du monde du tripalium, du travail douloureux et de la méritocratie avec les bons points et les bonnets d'âne, à un monde de l'épanouissement de soi, de l'épanouissement de la personnalité, du bien-être, du souci de la santé, qui encore une fois ne va faire que croître et embellir. Voilà pourquoi il me semble que cette question, quoi qu'on en pense, peu importe, même si on est un vieux capitaliste à l'ancienne, on a intérêt à comprendre ce qui se passe, on a intérêt à en tenir compte, et puis de toute façon, ces affaires étant purement subjectives, ça peut se lire dans les deux sens. On peut dire, ah bah si c'est subjectif, c'est pas grave. Ou on peut dire au contraire, puisque c'est subjectif, c'est très grave, c'est la seule chose qui compte, c'est au fond la manière dont le sujet se sent lui-même, dont il se ressent lui-même, dont il se juge lui-même. Et donc, j'espère vous avoir montré que cette préoccupation n'est pas anecdotique, c'est pas une mode, c'est une lame de fond qui va évidemment envahir le monde de l'entreprise plus encore que jamais dans les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup de votre attention. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien. Un grand merci. Monsieur Ferry, il m'entend pas. Monsieur Ferry, juste une petite question, parce que là je vous rejoins tout à fait. Avec grande joie, je voulais juste pas vous embêter, je n'ai pas non, vous ne nous avez pas embêté, parce que je pense qu'effectivement, bon, devant vous, vous avez effectivement des équipes pluridisciplinaires, médecins, infirmiers, assistants, aussi employeurs, et c'est vrai que pendant 70 ans, on a souvent réduit notre discipline à un mot apte à faire des visites médicales, et ce que vous soulevez là dans... j'allais dire votre intervention, et j'allais dire en tant qu'enseignant, un des vrais problèmes que j'ai par rapport aux formations des RH, et vous l'avez souligné, et des futurs encadrants d'entreprise, c'est qu'effectivement, la valeur humaine, ou le capital humain, comme on dit, la société n'a pas vu que ça changeait, et en même temps, nos entreprises, dans le cadre de la performance, se sont effectivement imposées un certain nombre de critères qui font que d'un côté, il faut produire, et on est effectivement dans un reproche talent, et dans le même temps, on a effectivement une population qui a sans doute d'autres aspirations et qu'on n'arrive pas, j'allais dire, à entendre ou à comprendre. Et donc derrière, on voit bien que l'enjeu pour nos services de santé, ça va bien être l'interface d'expliquer aux employeurs en tant que conseillers, effectivement, faites attention, je vous rejoins, j'ai dit au ministre actuel que surtout pas de burn-out professionnel, ça serait la plus grande des bêtises à faire. Mais bon, ça, mais derrière, c'est bien cette gestion, entre guillemets, des ressources humaines et cette notion, effectivement, que nos encadrants ne voient pas, effectivement, ce fait que notre société, elle est faite d'hommes et de femmes, effectivement, très différents, qui ont chacun, logiquement, une capacité, et je suis tout à fait d'accord avec vous, l'objectif de l'entreprise, logiquement, c'est bien d'avancer en tant que collectif, mais aussi d'avancer en tant qu'individu. Et si je vous entends, le problème, c'est que, à la limite, si on laisse passer la spirale, on se retrouve dans une schizophrénie à la sortie. Dans le sens que, j'allais dire, d'un côté, ça va s'accélérer, et de l'autre côté, nos citoyens lambda vont peut-être se retrouver, j'allais dire, en difficulté par rapport
à leur hiérarchie, et donc ça explique en partie la problématique des risques psychosociaux qui ont aussi explosé. Enfin, je sais pas, je veux juste relancer, sachant qu'effectivement, on va pas faire un grand débat, c'est pas prévu, mais c'était pour voir comment vous voyez cette évolution. Vous nous dites c'est inexorable, je suis d'accord avec vous, mais j'ai la sensation, moi, que l'entreprise, alors je suis peut-être méchant, que l'employeur ou que nos représentations syndicales, patronales, ont du mal. Alors effectivement, après, c'est toute la distanciation qu'il peut y avoir entre la représentation institutionnelle et effectivement le vécu. Encore une fois, si vous êtes un vieux chef d'entreprise de droite un peu teigneux, vous trouvez que tout ça c'est de la blague, avec ces histoires de burn-out, c'est vraiment des trucs, voilà, pas de gonzesse. Bon, mais non, mais c'est exprès, je parle comme ça exprès pour qu'on se comprenne. Mais si vous réfléchissez un peu, il y a encore d'autres raisons que celles que j'ai indiquées pour prendre en compte, encore une fois, ce phénomène, même s'il est subjectif. Peu importe, à la limite, c'est pas le sujet. Et il y a bien d'autres raisons. Je suis d'accord avec vous que inscrire le burn-out, en plus, pourquoi parler anglais, mais comme maladie professionnelle, ce serait une absurdité, parce que personne n'est capable vraiment de le définir, justement parce que c'est très subjectif. Mais je pense qu'il y a trois raisons, en plus de celles que je vous ai dites, de prendre en compte cette problématique. Un, il y a la question toute bête, alors ça c'est pour s'adresser à mon vieux chef d'entreprise teigneux de tout à l'heure, c'est la question de la rentabilité. On sait très bien que les gens travaillent beaucoup mieux, sont beaucoup plus efficaces quand ils sont heureux au travail. Et c'est comme dans un lycée ou un collège. La différence entre un chef d'entreprise humain et sympathique et intelligent et puis un blaireau, au collège, c'est terrible. Un mauvais chef d'établissement vous détruit un très bon collège en 6 mois et un très bon chef d'établissement vous redresse un mauvais collège en 6 mois. Et donc c'est la même chose dans les relations humaines. Ça c'est la première raison. Donc si on ne fait pas appel au bon cœur du patron, faisons appel à son sens de la rentabilité et qu'il comprenne que évidemment on travaille beaucoup mieux quand on est heureux dans son travail. J'en ai pas parlé, mais le plus grand facteur de stress, c'est évidemment la peur du chômage. Et quand on regarde là aussi dans l'économie du bonheur, regardez ça, c'est assez drôle si je puis dire, dans un sens un peu macabre, mais le chômage est pire que le veuvage. Quand vous regardez les courbes de souffrance des gens qui perdent un conjoint, qui perdent leur femme ou leur mari, c'est comme la racine carrée, le symbole. Vous partez d'un état d'équilibre, la femme ou le mari meurt. Ça, c'est la chute. Et alors, systématiquement, dans 95% des cas, ça en dit long sur le mariage, 3 ans après, on remonte au-dessus. Voilà. Et oui. Non, mais ça mérite réflexion. Parce que qu'est-ce qu'on peut s'emmerder à deux? Bon. Parce que, soyons clairs, dans l'histoire de la famille moderne, quand les gens, au Moyen-Âge, s'engageaient pour l'éternité devant le curé, on se jurait fidélité éternelle, etc. Mais comme la mortalité était extrêmement précoce, regardez par exemple en 1863, l'espérance de vie des Français est de 37 ans. 1863, c'est l'année où Victor Hugo publie Les Misérables. C'est une bonne date de référence. Bon, quand au Moyen-Âge, bien avant Victor Hugo, en gros, l'espérance de vie était de 15-16 ans, 17 ans. En plus, dans un mariage, il y a 2 têtes, comme on dit dans les viagers. Donc, on s'engageait pour une éternité qui durait en moyenne 5 ou 6 ans. C'était jouable. Aujourd'hui, bon. La deuxième raison, c'est que la révolution... Alors, j'y ai consacré mes 4 derniers livres. J'ai l'air de plaisanter, mais c'est extrêmement sérieux. La révolution de la famille moderne, c'est-à-dire l'invention du mariage d'amour en Europe. Vous savez que tout au long du Moyen-Âge, le mariage d'amour n'existe pas. On se marie pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le sentiment, qui sont pour l'essentiel le lignage, l'économie, la biologie, c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine. Et puis comme il n'y a pas de salariat, on est dans le monde féodal, eh bien on se marie aussi pour fabriquer des bras et avoir une descendance. Donc biologie, économie, lignage. Quand on va inventer en Europe vraiment le mariage d'amour, c'est-à-dire seulement... En vérité, après la Deuxième Guerre mondiale, que ça devient la règle. Tout le monde aujourd'hui se marie d'abord et avant tout par amour. Je parle de l'Europe, du monde occidental. Au Nigeria, en Inde, au Pakistan, on est encore dans le mariage imposé, dans le mariage de raison, dans le mariage arrangé. Eh bien, cette révolution du mariage d'amour va entraîner dans les sociétés occidentales modernes et singulièrement en Europe un souci immense, qui n'existait pas avant, de l'affectif.
L'affectivité, l'amour, l'amitié, les sentiments. D'où d'ailleurs dans le sondage le fait que les salariés français vraiment mettent l'emphase sur la vie privée beaucoup plus que sur la vie d'entreprise. Mais l'entreprise reste quand même un lieu de vie. C'est là qu'on rencontre sa maîtresse ou son amant, enfin, éventuellement sa femme ou son mari, mais enfin généralement c'est déjà fait. Et donc c'est là aussi qu'on rencontre ses amis et ses ennemis, c'est très important. Et donc c'est un lieu très affectif, et donc ça fait partie du jeu, il faut en tenir compte. Donc la question des relations humaines dans l'entreprise est absolument cruciale, et là aussi elle va augmenter de manière exponentielle. Et la troisième raison, vous ne la connaissez pas, sauf les médecins qui sont dans la salle, et s'ils sont biologistes en même temps. Ça, je pourrais vous le développer pendant 1 heure, mais je ne vais pas le faire. Ce qu'on découvre aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait dans la théorie synthétique de l'évolution, c'est qu'il y a bel et bien, alors vous auriez dit ça à la grecque de biologie il y a 10 ans, vous aviez 0, il y a bel et bien une hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire, c'est ce qu'on découvre dans le domaine de ce qu'on appelle l'épigénétique. On découvre, par exemple, je vais vous donner un exemple, là, allez écouter sur le site de France Inter la formidable émission d'un très très grand biologiste qui est un des plus grands spécialistes de l'épigénétique en France, Jean-Claude Ameisen, qui est le président du comité d'éthique aujourd'hui. Vous lisez, par exemple, le livre de Laurent Alexandre là-dessus, sur la mort de la mort, s'appelle son livre. Ce que les biologistes découvrent aujourd'hui, c'est le domaine donc de l'épigénétique, c'est le domaine de la transmission des caractères acquis. Avant, on pensait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, que seules des mutations génétiques ou enfin, la structure de l'ADN, mutée ou pas, se transmettait. Or, ce qu'on découvre, et je vous donne juste un exemple parce qu'il est très frappant, des souris qui ont été stressées. Par exemple, les malheureuses souris, on les a, quand elles étaient petites, on leur retirait la maman à des moments de la journée au hasard, contingent. Hein. On les met une demi-heure hors de la maman, les bébés souriceaux, et ça les stresse. Eh bien, on s'est rendu compte que ce stressage des bébés souris, c'est juste un exemple, il y en a 1000 autres. Le stressage de ces bébés souris inhibait un certain nombre de gènes, l'expression d'un certain nombre de gènes, donc ça inhibait des morceaux d'ADN, si vous voulez, mais ce qui est absolument fou, et on ne sait toujours pas comment ça marche, mais on découvre ça, eh bien cette inhibition de certains gènes se transmettait à la descendance, y compris quand il s'agissait de souriceaux obtenus par clonage, donc qui n'ont jamais vu la mère ou le père, si je puis dire. Voyez ? Donc il n'y a eu aucun lien historique ou éducationnel entre le bébé souris et sa mère qui est stressée, et ça se transmet. Donc transmission des caractères acquis. Encore une fois, vous disiez ça à la grecque de SVT il y a 10 ans, vous aviez 0. Bon. Et donc là, on découvre ça, on est fasciné parce qu'on ne sait pas comment ça marche encore, parce que l'ADN est le même, mais l'expression est différente, elle a été modifiée par l'environnement, et cette modification de l'expression des gènes par l'environnement se transmet aux générations. Et par exemple, sur les fleurs, vous avez des fleurs qui sont normalement rondes et qui poussent carrées quand un gène est inhibé parce qu'on les a stressées. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que dans la problématique du stress au travail, du mal-être au travail, on pourra faire bientôt valoir cette idée qu'en plus ça va pénaliser les générations futures. Mais ce n'est pas une blague. Exactement comme quand on dit les parents boivent mais les enfants trinquent. Vous voyez, excellente formule. Oui, je vous en prie. Oui. 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 On n'a pas le même comportement chez le nourrisson. Exactement. On a le même comportement que la mère sur plusieurs générations. Oui, mais même si la mère est stressée après la naissance, ça veut dire exactement. Que c'est éducationnel et que ce n'est pas génétique. Exact. Ça n'est génétique que si on le trouve avant la exactement. naissance, si je comprends. Exactement, sauf que l'inhibition du gène se transmet aux générations. L'inhibition de l'expression du gène se transmet aux générations. Donc, sans qu'on sache pourquoi ni comment. Voilà. Donc, le stress, il a été fait... Pardon. Donc, le stress a été fait avant la fécondation pour que ça se transmette
par le gène. Non. Si la mère, elle est stressée On va pas faire un cours de biologie, là. Après la fécondation. C'est pas dans donc la structure d'ADN est la même. Donc s'il y a des médecins dans la salle, oui. Alors allez voir tout simplement la conférence d'Ama Eisen sur France Inter. Vous la trouvez en podcast très facilement. Ou regardez tout simplement sur Internet le chapitre épigénétique qui est très bien fait. Et donc vous trouverez que même si la souris est stressée après, il faut que ce soit avant la fécondation de ces bébés, bien sûr, évidemment. Oui, d'accord. Oui. Sinon après c'est éducationnel. Sinon après ça peut pas jouer sur la descendance, oui. Si c'est ça que vous voulez dire, on est d'accord. Voilà. Bien. Voilà. Mais sans blague, ça a l'air d'une plaisanterie, mais cette question de l'épigénétique, c'est la question de savoir si, en fonction des modes de vie qu'on a, on pénalise nos enfants. C'est une question qui fera partie de la problématique du stress dans les années qui viennent. Voilà. Et ce sera un très bon argument pour les médecins du travail, dire, là aussi, vous pénalisez la descendance. Alors c'est tout récent, puisque ces expériences datent de 2010. Vous vous rendez compte? On est très, très étonnés. Oui, on est d'accord, madame. Je ne vous avais pas compris, excusez-moi, c'est moi. Très sincèrement. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, Luc, on a passé un immense moment avec des valeurs. Des valeurs, tu as su nous les transmettre. Je pense à toute l'Assemblée. Nous qui travaillons au quotidien dans l'humain, nous privilégions l'humain dans nos métiers, cela va de soi. Donc, de l'optimisme, on en a besoin. Tu nous en as donné. Tu n'as donné que de l'optimisme cet après-midi. Un peu, si on veut. Nous croyons à la jeunesse. On parlait d'éducation. L'éducation, la base, effectivement, dans la formation de nos jeunes aujourd'hui, elle est essentielle. Et je crois, effectivement, je suis en phase avec ce que tu as exprimé, mais il faut y croire. Et l'avenir, il est là. Il est dans cette jeunesse. Et l'éducation, on sait, elle se fait avec la personnalité de chacun qu'il faut effectivement savoir préserver. Ça, elle est essentielle. Mais que notre éducation aujourd'hui, notre système éducatif a besoin effectivement de s'adapter et d'évoluer. Et s'adapter et s'évoluer, c'est venir aussi vers nous, vers nos métiers du BTP et vers la médecine dans laquelle effectivement nous privilégions, et j'insiste, l'être humain et l'accompagnons. Alors il faut sans doute un peu souffrir. Si on souffre un peu, on apprécie plus après. L'ensemble, c'est aussi ce qui constitue la vie. Tu es venu vers nous au nom de l'ensemble des comités scientifiques, d'organisation et de l'ensemble des participants qui sont venus de la France entière. Merci d'être venu en Limousin. Il m'a dit que c'était sympa et que nous étions sincères. Merci Luc et il reviendra. Voilà. Merci à tous.